Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi! Le monde du football est-il devenu un milieu de comptables? C'est le sujet de notre 27e épisode du COMEX de la saison. Bienvenue à toutes et à tous pour cet avant-dernier épisode de l'année. Un épisode qui traitera donc des différents acteurs du monde du football, hormis peut-être ceux qui sont pourtant habituellement les plus exposés à la critique, les entraîneurs. Heureusement, le COMEX est complémentaire avec son partenaire, la revue de l'After sur ce sujet, puisque le 14e numéro de la revue est disponible depuis quelques jours et consacre tout un dossier au métier de coach. Un portrait du Jürgen Klopp, un délicieux article de Claude Fauquet, des interviews de Jean-Marc Furlan et Paulo Fonseca, sans oublier un dossier complet sur le football communiste. Voilà le sommaire de ce une nouvelle fois fantastique numéro de la revue. Pour les néophytes, il y a une interview de Michel de Girona. de Michel en plus, oui c'est vrai. J'ai fait une sélection, j'ai pas pu citer tous les articles, mais c'est vrai qu'il y avait Michel aussi en plus. Et du coup, pour les néophytes de ce podcast qui souhaiteraient évidemment lire ce 14e numéro, je vous invite donc à vous rendre sur le site de l'after.media pour commander votre revue ou vous abonner. Cette introduction étant faite, revenons-en donc à notre sujet du jour. Sommes-nous devenus tous comptables? Mais alors de quoi parle-t-on et de qui parle-t-on exactement? Eh bien commençons par le commencement, les dirigeants. Il y a quelques jours, la Ligue de football professionnel dévoilait les bilans financiers des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour l'exercice comptable 2022-2023. Un bilan attendu par bon nombre de suiveurs de football afin d'évaluer la situation financière des clubs professionnels, notamment dans cette période post-Covid. Malgré quelques faibles signes d'amélioration comparés aux exercices précédents, les clubs professionnels présentent encore aujourd'hui des résultats inquiétants, révélant une ultra-dépendance au trading de joueurs et aux droits TV de la Ligue. Des bilans qui révèlent une gestion économique des clubs inquiétante puisque seulement 2 clubs de Ligue 1 présentaient un bilan financier positif avant transfert et je vois le pouce de David Griezmann qui valide ce chiffre, ce qui me ravit d'autant plus. Une gestion des clubs douteuse à laquelle vient s'ajouter la gestion catastrophique des dirigeants de la Ligue de football. À moins de 3 mois du début de la nouvelle saison de Ligue 1, aucun diffuseur ne s'est officiellement manifesté pour racheter les droits TV du championnat, un secteur qui, on le rappelle, représente en moyenne environ 38% des recettes des clubs de Ligue 1. Et je vois le deuxième pouce de David Griezmann qui me rend encore plus heureux. Pourtant, Vincent Labrune, avec l'aide d'Emmanuel Macron, se démène corps et âme pour graisser la patte de Nasser El Khelaifi et des dirigeants qataris pour les inciter à reprendre le flambeau via la chaîne beIN Sport. Des négociations seraient même en cours pour que beIN investisse un montant proche du milliard souhaité, dont une partie serait directement reversée au PSG grâce à une répartition des droits TV qui favoriserait les grands clubs et creuserait encore plus les inégalités économiques. Des inégalités économiques pourtant déjà accentuées par le deal signé avec CVC, étudié actuellement d'ailleurs par une mission d'information au Sénat quant à son utilité, et qui prévoit une répartition là aussi favorisant les clubs les plus riches. Comme disait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Mais quand on évoque le sujet de la comptabilité dans le football, peut-on parler uniquement de gestion financière? Vous me voyez venir, la réponse est évidemment non. Il y a un an, nous publions un épisode intitulé « Fin de saison, à la vie et à la mort ». Force est de constater que cet épisode aurait pu faire office de marronnier cette année aussi, tant cette fin de championnat semble donner des ailes à certains. Dans ce sprint final, certaines équipes semblent avoir mis de côté toute rationalité comptable au profit d'un hurrah football plus que divertissant. À titre d'exemple, depuis l'arrivée de Pierre Sage à la tête de l'équipe première en décembre, l'OL a engrangé 22 points après avoir été mené au score, avec plusieurs matchs spectaculaires face à Brest, Monaco et Lille, où les émotions ont pris le pas sur une quelconque approche tactique. À un niveau supérieur, en Coupe d'Europe, l'abandon de la règle du but à l'extérieur, pourtant décrié au début, semble favoriser les équipes qui ne comptent pas, bien que le format aller-retour accentue évidemment ce phénomène. Et enfin, dans une autre mesure, la course aux places en Coupe d'Europe, ainsi que la course aux places de relégables et aux coefficients UEFA, sans oublier le désir de voir certaines équipes gagner ou perdre, semble inciter certains supporters de football à vivre leur passion par procuration pour un autre club et à parfois tenir des comptes d'apothicaires pour favoriser leur club. Joueurs, supporters et dirigeants, tous comptables, point d'interrogation, c'est donc notre sujet du jour. Et pour m'accompagner aujourd'hui, un trio de rêves, tous nés dans les années Mitterrand.
Ça y est, l'été est enfin là et probablement encore plus sur la Côte d'Azur. Si on suit la logique des choses, il a donc probablement remplacé sa doudoune sans manche par un bon vieux Marcel des familles. Tu confirmes, Thibaut? Ouais, j'ai rangé la doudoune sans manche, c'est le début de l'été. Ça y est. Et est-ce que tu l'as remplacé par un Marcel pour toujours ne plus avoir de manche ou pas du tout? Non, non, pas de Marcel. En fait, c'est un problème de biceps, en fait. De Le, Mar- biceps. le Marcel, en fait, si effectivement t'es maigre, ce qui est mon cas, ou alors je suis un petit peu plus à droite à cause du tennis. Le Voilà. tennis, ouais. Ouais, 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 c'est le à cause tennis, du ouais. tennis. C'est le biceps Euh, le problème, les pectoraux, ça va? les pectoraux, ça va. Les pectoraux, D'accord, ça va. Et puis tu peux toujours compenser par un peu de graisse, tu vois. Le d'accord, biceps, ça passe pas. Voilà. Donc non, pas de Marcel. d'accord. Enfin, Marcel Proust, mais c'est tout. Oh, excellent. Bon, lui aussi a probablement délaissé sa doudoune sans manche qu'il réenfilera probablement pour la prochaine édition du GRI Club qui aura lieu fin mai. Comment ça va, Bon, David? parfaitement. Alors, Parfait. la télé intercontinentale de Paris, je l'attends avec impatience. Je présenterai d'ailleurs un panel sur l'investissement logistique en France au premier semestre. Donc, si ça vous intéresse. Excellent. On va prendre nos places, on va les faire gagner peut-être à l'occasion d'un live pour les plus chanceux d'entre nous. Avec nous aussi, l'homme pour qui la carte grand voyageur de la SNCF n'a plus de secret. Marseille, Lens, Monaco, Lille, Clermont. Est-ce que tu dors de temps en temps, Tim? Pas beaucoup. Pas beaucoup. D'autant que je serai de nouveau à Nice mercredi, puis à Quevilly, puis à Lorient. Après, il y aura une petite pause. Et enfin, je m'inquiétais de sa potentielle non-présence au mariage d'une de nos amies le 1er juin prochain, mais le PSG en a décidé autrement. Bien remis, Flo, de cette petite élimination. J'aurais largement préféré mettre un lapin à 3 semaines d'un mariage, mais malheureusement, je ne verrai pas Wembley. Très bien. Amis auditeurs, n'hésitez pas si vous... Enfin, vous connaissez cette émission, vous en avez l'habitude, je me permets de faire mon petit rappel, mais si vous le pouvez, n'hésitez pas à soutenir ce podcast, soit en faisant des dons sur notre cagnotte Hello Asso, que vous pouvez retrouver sur notre site internet et dans la bio de nos réseaux sociaux, ou alors en likant, partageant, commentant, retweetant, je ne sais plus, mettant en story, voilà, cet épisode, et de manière plus générale, le média 11e art pour qu'on puisse développer notre communauté et toucher de nouveaux publics. Supporters, joueurs, dirigeants, tous comptables, point d'interrogation. Je vous propose de lancer ce sujet, messieurs, et je vais donner la parole à Thibaut qui voulait, je crois, faire un petit point historique. Oui, rappeler quelque chose d'assez intéressant, je crois, pour notre sujet ce soir. D'abord, un comptable. Qu'est-ce que c'est qu'un comptable? Un comptable, c'est celui qui enregistre l'activité économique d'une entreprise. Entrée, sortie, bilan, actif, passif. Ça, David nous en parlera plus techniquement. Donc, le rôle central du comptable dans les entreprises est avéré depuis au moins la Renaissance. Ce qui est très intéressant quand on regarde sur l'histoire de la comptabilité, c'est qu'en réalité, la comptabilité qui semble pour nous peut-être encore un peu accessoire dans l'ordre des savoirs, si je puis dire, c'est quand même pas la science qu'on étudie en premier. En réalité, elle est apparue en même temps que l'écriture. Les premiers grands textes qu'on retrouve, notamment chez les Sumériens, c'est quoi, 1500 avant Jésus-Christ, sont des textes de comptabilité. Les premiers textes d'écriture, on a commencé à écrire, donc si on en croit l'hypothèse archéologique, c'est qu'on a commencé à écrire parce qu'au moment où on a commencé à échanger. Et à partir du moment où on a commencé à échanger, il a fallu comptabiliser les échanges. Et donc la comptabilité est née en même temps, si je puis dire, que la culture. Et ça, c'est une donnée intéressante historiquement, au point même que d'un point de vue de vocabulaire, le mot de compter en français, donc vous avez deux orthographes différents, C-O-N-T-E-R, qui est de raconter, et C-O-M-P-T-E-R, qui est le compter, de comptabiliser, ont la même racine, et qui jusqu'au XIIIe siècle était le même mot. Compter, raconter et comptabiliser, c'était la même chose, ça venait de computare en latin, qui veut dire comptabiliser, ordonner. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que il faut pas prendre à la légère la question du comptable. Quand on dit tous comptable, ça veut pas forcément dire qu'il faut le voir de manière péjorative. C'est qu'il y a au sens de la comptabilité, au sens, je peux dire, philosophique de la pensée, dans l'histoire de la pensée, un rôle central du comptable dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire des activités humaines et des échanges. La comptabilité telle qu'on la connaît maintenant, elle est née en fait à la Renaissance, au XVe siècle, c'est l'invention de la partie double,
C'est-à-dire que ce qu'on ajoute d'un côté, on enlève de l'autre, qui est un principe fondamental de la comptabilité moderne. Ce qui a donné les écritures, c'est le même terme pour désigner d'un côté l'évangile et de l'autre côté la comptabilité. C'est dire l'importance symbolique de cette fonction. Et la naissance de la comptabilité, c'est donc la naissance de la comptabilité moderne, celle qui a pour objet la gestion. C'est la naissance en même temps du capitalisme. C'est au moment de la Renaissance. On parle du premier traité de comptabilité à la fin du XVe siècle. Mais la naissance de la comptabilité, c'est la naissance du capitalisme marchand tel qu'on le connaît. Elle est née à Florence. Et c'est l'idée qu'il faut comptabiliser les échanges, les enregistrer ce qu'on appellera ensuite la valeur. Donc la comptabilité a une fonction essentielle, et on l'a dit jusque dans le vocabulaire, au XIIIe siècle c'est le même mot. On raconte la comptabilité comme on raconte des batailles, c'est la même chose. Et avec la Renaissance, vont se distinguer ces deux usages du terme compter, et va arriver la comptabilité moderne telle qu'on la connaît, c'est-à-dire l'idée qu'on doit accompagner la gestion d'une entreprise dans le but de créer de la valeur. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le football, en réalité, on a exactement la même évolution. C'est-à-dire que, alors c'est pas les mêmes temporalités évidemment, mais il y a une sorte de préhistoire de la comptabilité dans le football et un âge moderne de la comptabilité. La préhistoire de la comptabilité, ça date, si je puis dire, on va le discuter, mais en tout cas dans le football français, d'avant 1990. Pourquoi 1990? Parce que 1990, c'est la naissance de la DNCG. Comment j'ai été gérés les clubs avant la DNCG telle qu'on la connaît, c'est-à-dire une autorité administrative indépendante qui régule l'économie du football, avant 1990 et avant même la création de la loi sur les sociétés anonymes sportives, je crois qu'il date de 88, 87, avant les années 90, 87, je l'ai là sous les yeux, le monde du football, l'économie du football est organisée par la logique associative. J'ai mon chat qui passe, pardon pour ceux qui ne le voient pas. Par la logique associative, c'est-à-dire la logique en réalité de dépenses et la logique d'irrationalité économique. L'idée n'est pas d'en faire une industrie ni une économie à part entière, l'idée n'est pas de créer de la valeur, mais simplement de susciter des dépenses somptuaires, éventuellement à vocation politique, mais qui n'ont pas d'autre fonction que de dépenser l'argent sans véritablement logique d'accumulation de capital. On est dans le proto-capitalisme, si je peux dire, dans le proto-capitalisme sportif, c'est-à-dire l'idée qu'on ne gagne pas des écharments avec l'argent avec le foot, il n'y a pas véritablement besoin de régulation. Alors il y a des affaires, différentes affaires de caisse noire, au PSG, à Saint-Étienne en 83. Il y a quelques affaires. Pourquoi? Parce que les caisses noires servaient à financer le salaire des joueurs, les primes notamment, à faire beaucoup de liquide, qui était une économie que tous les clubs pratiquaient. Certains sont tombés, mais d'autres non. Et pourquoi dans les années 80 ça devient un problème? Parce que la France, à partir de 88, est candidate à l'organisation de la Coupe du Monde 99. Alors, elle est candidate en 89 très exactement, mais les JO d'Albertville 90 poussent à une sorte de grand nettoyage des fédérations sportives, exactement comme on le voit maintenant chez nous. Simplement, ça concerne essentiellement le domaine financier, économique et financier. Et on professionnalise le sport en même temps que l'argent arrive dans le sport. C'est l'arrivée de Canal en 84, pardon. Les premiers droits, je crois que c'est 86, Canal c'est 84, mais je crois que le premier achat de la Ligue 1 c'est 86. Donc arrive l'argent, et donc à ce moment-là, une nécessité de régulation s'impose. Régulation par la force publique. Et en plus, les réélections de Mitterrand en 88, avec Michel Charasse comme ministre du budget, l'idée qu'il faut moraliser l'économie sportive, l'économie du sport. Et donc est créée sur une recommandation de Roger Bambuc notamment, et suite au rapport Sastre, Fernand Sastre, qui date de 88, la DNCG est créée en 90. Et donc, c'est l'idée que on va réguler, on va créer des normes, des principes. La comptabilité est fondée sur des principes. On va fonder des principes qui vont être ensuite appliqués par l'ensemble des clubs et qui vont servir ensuite à contrôler, réguler, c'est-à-dire donc contrôler, voire sanctionner. Dès l'année suivante, 4 descentes en Division 2 vont être prononcées, notamment Nice, au nom de ces principes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a la grande césure, c'est 90. Le deuxième grand moment, la deuxième grande césure, et je termine là-dessus, deuxième partie, c'est l'arrêt Bosman, 1996,
Marius Bosman, qui cette fois-ci c'est pas un changement de nature dans la comptabilité, mais un changement de degré. C'est-à-dire que cette fois-ci c'est la quantité. La première était un changement qualitatif, cette fois-ci c'est un changement quantitatif. La quantité de valeur à traiter, la quantité de création de valeur est sans commune mesure. 96-98 en France avec le grand exode vers les championnats étrangers. L'idée que la France se met au trading, en quelque sorte. On constate que les droits de mutation sont ce qui va permettre de financer l'économie du football. 98 jusqu'à, je dirais, la grande rupture, pour moi, et on en discutera peut-être tout à l'heure, c'est 2020, en fait. Donc il y a des différents cycles de droit télé. 2020, parce que vous avez à la fois la catastrophe Média Pro et en même temps le Covid, qui pose la question de la rentabilité des clubs français, mais qui surtout souligne quelque chose de totalement nouveau à ce moment-là, c'est que le football peut devenir une industrie rentable. La preuve, il est maintenu pendant le Covid. Le fait qu'il soit maintenu pendant le Covid, qu'il soit l'une des rares industries à être maintenu dans le Covid et à grands coups de prêts garantis par l'État, c'est l'idée que le football non seulement est une activité économique, mais est une activité économique privilégiée par les États démocratiques contemporains. Et donc, c'est l'arrivée des grands fonds d'investissement américains qui se rendent compte que jusqu'à présent, on considérait qu'il n'était pas possible de gagner de l'argent dans une économie aussi volatile. En réalité, avec le Covid, on découvre que non seulement elle n'est pas volatile, mais elle est considérée comme une industrie essentielle au bien-être des populations européennes. Donc, tous comptables, c'est à ce moment-là, je pense qu'on devient tous comptables, c'est-à-dire que on enregistre l'idée que le football est pour nous une activité essentielle et qu'on change de nature. L'économie du football a changé, le profil des présidents de clubs a changé. On a maintenant l'idée que l'économie du football est une économie à part entière, qu'elle peut être rentable. Ferran Soriano à City, tu vas peut-être t'en parler tout à l'heure, David, et c'est l'idée que la DNCG se regarde les comptes de la DNCG se regardent avec la même avidité avec laquelle on regarde les résultats de Ligue 1 de dimanche soir. Merci beaucoup Thibaut pour cette petite contextualisation historique. Et je laisse David enchaîner puisque c'est ton sujet de prédilection. Ouais, je sais pas si c'est mon sujet de prédilection, mais en tout cas, c'est Oh un si, sujet. arrête. Non, mais c'est un sujet complètement, c'est un sujet essentiel. Il est devenu essentiel. Pourquoi? Il est devenu essentiel pour tous les suiveurs au sens large du football, que ce soit les journalistes qui l'appréhendent régulièrement de façon assez douteuse, que ce soit les supporters, que ce soit les présidents, que ce soit les suiveurs, que ce soit les investisseurs. C'est un sujet essentiel car les comptes nous racontent une histoire. Alors, certes, il faut appréhender la matière comptable, mais moi, quand je regarde les états financiers d'un club, on peut très facilement distinguer la stratégie du club. Est-ce que c'est un club qui est soutenu exagérément par son actionnaire? Est-ce que c'est un club qui a décidé de se placer sous le joug des marchés financiers, qui a emprunté beaucoup d'argent? Est-ce que c'est un club qui a décidé de survivre grâce au trading? Est-ce que c'est un club qui fait des folies sur le marché des transferts? Est-ce que c'est un club qui a décidé de développer sa billetterie? Donc, les comptes racontent la stratégie et l'histoire d'un club. Et ce qu'on se rend compte quand on regarde les comptes des clubs, les clubs français, c'est que nous sommes tous dépendants. Tous les clubs français sont dépendants. Dépendants, pourquoi? Car il n'y a, comme tu l'as très justement dit, que 2 clubs qui ont un résultat d'exploitation positif. C'est-à-dire que, hors transfert, l'activité exercée par le club, qui est de faire venir des gens au stade, de percevoir des droits télé, donc de diffuser ou de faire diffuser leurs rencontres et de vendre des maillots, est négative. C'est-à-dire que sans le transfert de joueurs, ces clubs ne pourraient pas boucler leur exercice et car ne seraient pas profitables. Ces 2 clubs, et ils sont profitables de façon ultra minime. C'est Ajaccio et Clermont pour moins de 2 millions d'euros. L'année dernière, donc sur la saison 2021-2022, les seuls clubs profitables, c'était Pau et Bastia. Donc, c'est des clubs qui ont une taille relativement modique, relativement moyenne. Et les clubs sont dépendants
à 3 grands éléments. Le premier élément, c'est le marché. Bien entendu, quand ton activité est déficitaire, le premier réflexe que tu as, c'est de céder une partie de tes actifs pour permettre de boucler ton budget et de financer ton exercice. Les clubs les plus dépendants au marché, on peut l'estimer en pourcentage de chiffre d'affaires. Il y a un club comme Monaco qui, chaque année, vend pour plus que tous les autres revenus qu'il génère. En 2022-2023, Monaco a vendu pour 109% de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les droits télé, le merchandising, le sponsoring, les entrées au stade, qui est relativement monique, c'est deuxième plus faible après Ajaccio, c'est inférieur à ce qu'ils ont dû vendre dans le marché pour pouvoir continuer leur activité. Sur les clubs français, il y a 39 clubs sur 40 qui ont eu une balance des transferts positive. C'est-à-dire que ce n'est même pas une tendance d'être vendeur, c'est une obligation. 39 clubs sur 40 ont eu une balance des transferts positive. Mais en étant aussi dépendant du marché, des acheteurs, pourquoi on est tous comptables? On est tous comptables parce qu'on a peur. On se soumet à la loi du marché. Et cette loi du marché des transferts, mais il y a beaucoup trop d'éléments externes qui peuvent faire dérailler la mécanique et qui peuvent faire dévier le business plan des clubs. Ça peut être des changements réglementaires. Il y a les Profitability and Sustainability Rules au Royaume-Uni. On a vu 2 clubs historiques, Nottingham Forest et Everton, se faire sanctionner. Si les règles se durcissent, qui nous dit que la Première Ligue, qui est le principal acheteur, va continuer à nous acheter autant de joueurs et nous permettre de faire vivre et survivre nos clubs? Idem avec les règles de modération salariale qui ont été instituées par Javier Tebas en Espagne. Idem avec le Brexit, quand juste après le Brexit, il y a eu des règles durcies, notamment sur les homegrown players, avec des visas, avec un système à points pour les joueurs non britanniques. Idem avec la Chine, qui à un moment était l'Eldorado et qui a durci son cadre réglementaire en imposant une taxe de 100% sur tous les transferts entrants. Donc, comptable, oui, parce qu'on est inquiet. Pourquoi? Parce qu'on est dépendant au marché des transferts. On est aussi dépendant à son actionnaire. Et énormément de clubs ont recours de façon systématique et quasiment maladive à leur actionnaire. Un actionnaire, à la fin de l'exercice, Thibaut m'a déjà entendu le dire plusieurs fois, comment il peut financer l'activité? En prêtant de l'argent à son entreprise. C'est ce qu'on appelle un compte courant d'actionnaire. Et le compte courant d'actionnaire, il a cet avantage qui peut être annulable. Le montant des comptes courants d'actionnaires en Ligue 1, c'était quasiment 400 millions sur 2022-2023. C'est-à-dire que les clubs, en moyenne en Ligue 1, doivent 20 millions d'euros à leurs actionnaires. Alors après, c'est pas forcément réparti à part égale. Le roi, c'est QSI, bien évidemment, qui... Le compteur s'est arrêté à 88 millions. Il y en a eu bien plus, mais ils ont été annulés. Nice, Ineos, a prêté 75 millions au club. Pinot a prêté 81 millions d'euros au club. Et Gérard Lopez, qui est le 4e, qui est un des grands gagnants, d'ailleurs, c'est un des seuls domaines où il arrive à se classer en tête, c'est le 4e plus généreux avec 44 millions prêtés au club. Donc, ces clubs, il y a 11 clubs de Ligue 1 qui ont recours au compte courant d'actionnaires pour une valeur supérieure à 1 million. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine du mécénat. Thibaut, tu parlais de fonds d'investissement qui trouvent une certaine rationalité, mais il y a tout de même un certain mécénat qui persiste. Donc, tous comptables, oui, mais on va aussi scruter ce qu'on doit à l'actionnaire et pour aller plus loin, ce que l'actionnaire pourra demander en cas de vente du club. Parce qu'il y a énormément de clubs qui ne sont pas vendables. Pourquoi? Car l'actionnaire veut se faire rembourser de ce qu'il a prêté à l'entreprise. Et c'est là où on confond valeur et valorisation. Il y a la valeur du club, ce qu'un acheteur est prêt à payer, et il y a la valorisation, ce que l'actionnaire en veut. Et le troisième facteur de dépendance, c'est l'investisseur externe. Tous les clubs, ou presque, cherchent le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire qu'un actionnaire qui n'arrive pas
à gérer son club de façon pérenne cherche un investisseur externe, mais qui est tout le temps minoritaire. C'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un qui vient renflouer une entreprise qui perd de l'argent de façon récurrente, mais on veut en garder le contrôle. Donc, il y a eu le SCO d'Angers avec des valorisations fantaisistes. Il y a eu pendant très longtemps, et je souhaite pour Timothée que l'AS Saint-Etienne, Romeyer Cayazo, voulait chercher justement cet investisseur qui remettrait de l'argent mais qui leur laisserait la gestion. Bien évidemment, Gérard Lopez, Jean-Michel Aulas pendant très longtemps qui avait réussi à faire rentrer un fonds chinois. Donc, tous les clubs sont à vendre, mais tous les clubs ne sont pas désirables et ne sont pas attractifs. Donc, si vous voulez, je pense que c'est cette dépendance à ces 3 facteurs principaux, cette insécurité financière constante qui fait que tout le monde est plus ou moins devenu financier, parce que si on prend les 20-25 dernières années, chaque club a été sanctionné ou encadré par la DNCG. Chaque club a connu des périodes les clubs se transmettent beaucoup plus rapidement, des opérations de fusion-acquisition plus ou moins malheureuses. Et dans tous les articles, chaque supporter a entendu parler de déficit d'exploitation, de plan de rigueur, de nécessité de vendre. Donc, en fait, on est devenu comptable par la force des choses, et ça, je le développerai dans un deuxième point, mais aussi par un certain laxisme des instances, dont de la DNCG. Merci David, je te donne la parole. Tim. Alors, je vous ai écouté et en réfléchissant à ce sujet, je me suis demandé si c'est mon enfance qui s'était dissipée ou si c'est un phénomène de mode qui était monté, la création de la DNCG poussant ce phénomène de mode. Je pense que c'est un petit peu les deux. Le souvenir que j'ai, c'est que dans les années 90, on jugeait une équipe sur la qualité de ses joueurs, éventuellement sur la fiabilité de son centre de formation. Et on se disait en début de saison, avec Moravchik, on peut faire 3e. On se disait pas, on a tel budget, on va essayer de faire telle place. C'était une époque où le football était déjà intimement lié à l'argent, ça, il n'y a pas de doute. Tapi, Bèze et même Roger Rocher l'avaient démontré. Ils en étaient même les précurseurs précisément de ce foot business où le budget compte plus que l'entraîneur et où la masse salariale compte plus que l'effectif. L'un est lié à l'autre, je ne suis pas idiot, je ne suis pas passéiste, mais que le supporter entame une saison aujourd'hui en se disant « nous sommes le 10e budget de Ligue 1, j'espère qu'on ne finira pas en dessous de la 10e place », moi ça me gêne, ça me dérange même complètement. Ça me gêne et pourtant c'est devenu une réalité complète. J'étais hier dans la voiture, j'écoutais RMC pour ne pas les citer et j'entendais sur Mbappé des auditeurs appeler en disant « avec le budget qu'on avait pendant les années Mbappé, on aurait dû faire plusieurs finales de Ligue des Champions ». J'entendais un supporter lorientais dire « avec le budget de Lorient cette saison, c'est un accident industriel ». Alors tout ça, je l'entends, c'est des déclarations qu'on entend de la part des journalistes dont je fais partie, des consultants, mais aussi aujourd'hui et surtout de la part des supporters. Et pour moi, c'est une défaite de l'émotion face à la comptabilité. C'est en fait la défaite de l'enthousiasme face au foot business. C'est finalement la défaite aussi de l'hémisphère gauche de mon cerveau vis-à-vis de l'hémisphère droit. Alors pourtant, comme je vous l'ai dit, je suis journaliste, je fais partie de ceux qui passent parfois leur temps à mettre en perspective les résultats avec les budgets, les parcours avec les masses salariales. Mais mon Dieu, quand je vais au match, quand je vais voir les Verts, quand j'allume ma télé, quand je vais à Geoffroy Guichard, en fait, j'oublie ma calculette. Je récuse ce système de pensée et je redeviens supporter. Et finalement, être supporter, est-ce que c'est pas ouvrir grand la porte à l'irrationnel, à l'enthousiasme, à la beauté, aussi béat soit-il que d'être dans cet état d'esprit? Moi, je pense que c'est ça l'essence du supporter. C'est se dire qu'on a beau être Saint-Etienne, si on affronte Manchester United, on va peut-être l'emporter, que c'est pas une question de budget, qu'on est encore que ce football, c'est encore 11 joueurs contre 11 joueurs. Alors, l'argent est venu prendre une place prépondérante dans le foot, c'est un fait, et encore une fois, le nier tiendrait du passéisme idiot, voire d'une forme d'anachronisme. Mais puisque le plus grand nombre, clairement, des supporters dénoncent cette nouvelle ère du foot business, pourquoi se vautre-t-on sans cesse dans des calculs d'épicier? Et Dieu sait qu'à Saint-Etienne, avec Casino, on sait de quoi on parle. Mais en fait, il faut, je pense, ouvrir grand la porte à l'idée de base que
la valeur d'un joueur, peu importe sa valeur, en fait, il va être capable de dribbler un autre joueur. Qu'un collectif peut renverser une montagne. Et finalement, ce que Brest montre cette année, Brest ne nous apporte rien. Brest ne nous apprend absolument rien. Brest nous rappelle juste pourquoi on aime ce sport. On aime ce sport justement parce qu'il est irrationnel. On aime ce sport parce que t'as beau être Brest, tu peux taper le Paris Saint-Germain. T'as beau être le 14e budget de Ligue 1, tu peux tenir en échec le premier. Tu peux même tenir en échec un immense budget européen. Et ça, c'est juste aller à l'encontre des logiques mathématiques, pécuniaires, cartésiennes. Et c'est pour moi l'essence même d'être supporter. Et moi, ça me fait mal, j'ai pas de problème à le dire, de voir des supporters modérer leurs attentes et d'une certaine manière brider leur amour parce qu'on leur a dit que leur club avait tel ou tel budget. Moi, ça me fait mal. Et alors, pour pousser l'exemple encore plus loin, il y a l'exemple de l'indice UEFA qui voudrait que, au nom d'un coefficient, là encore une fois, c'est une question de comptabilité, de mathématiques, au nom d'un coefficient, on devrait supporter les clubs français. Je suis à 2000% contre cette idée. Aussi longtemps que Lyon a été en Ligue des Champions, en tant que supporter stéphanois, j'ai souhaité leur défaite. J'étais pour Milan, j'étais pour le Celtic. Et j'espère que si un jour Saint-Etienne est en Ligue des Champions et que quand Saint-Etienne était en Europa League contre Manchester United, les Lyonnais souhaitaient notre défaite parce que notre rôle, notre construction, elle est dans l'amour, elle est dans la haine, elle est dans l'émotion, elle est dans le plaisir, elle est dans l'irrationnel, elle est dans la conviction que David peut renverser Goliath. Elle n'est pas dans des calculs, elle n'est pas dans des tableaux Excel. Et moi, encore une fois, je trouve ça finalement extrêmement réducteur et j'en viens à me poser la question de savoir si l'impact et la baisse relative de l'intérêt pour le football est pas liée à ça. J'en terminerai avec un exemple encore plus frappant et qui m'a brisé le cœur. J'étais hier soir à Clermont-Lyon et j'étais à la dernière place de la tribune de presse qui est juste devant celle des loges. Et derrière moi, il y avait un petit garçon qui était en panique absolue parce que son équipe allait descendre et son équipe est descendue. Et voilà, et qui n'était pas bien. Et la seule phrase qu'a trouvé son père pour le réconforter, c'est de lui dire « Mais tu sais, c'est un peu normal, on a un budget de Ligue 2. » Mais en quoi cette réponse peut réconforter un cœur d'enfant? Et un cœur de supporter n'est-il pas par essence un cœur d'enfant? N'est-il pas par essence un cœur voilà, sans rationalité? Donc, j'entends cette notion de comptable, compteur et donc raconteur que nous expliquait Thibaut, mais est-ce que le supporter, il est du côté du comptable et du compteur? Non, il est du côté de celui à qui on raconte l'histoire. Il est du côté de celui qui regarde le film, qui prend l'émotion, qui est pour le héros, qui choisit au début du film son héros, son favori, qui va choisir Yann Solo plutôt que Luke Skywalker. Mais voilà. Et en fait, finalement, le fait d'être tous comptables, pour moi, c'est un peu la défaite du supporterisme face au foot business. Pourtant, foot business qu'il dénonce précisément. Merci beaucoup, Tim. Merci, messieurs, pour cette première partie très enrichissante. Une fois de plus, et je vais donner la parole à Flo pour notre petite respiration hebdomadaire qui est la revue de presse. Mais oui, salut mes petits bapis vegano-wokis quarantenaires de la revue de l'After. Comment ça va en cette période de pont? C'est que ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une belle émission comme aujourd'hui. Bon, je vous avoue, je vais essayer d'y aller mollo avec vous cette semaine et de vous ménager car je comprends votre peine respective. Et oui, vous êtes tous les trois une bête bande de losers en cette fin de saison puisqu'il semblerait que votre cœur se porte désormais davantage sur la Ligue 2 la saison prochaine. Entre David, qui vivra une 3e saison consécutive en Ligue 2, donc à souffrir devant ses Girondins, qui au terme d'une saison catastrophique pourraient se réjouir de voir leur bourreau au Serrois monter brillamment en Ligue 1 après le 7-3 encaissé en cumul cette saison. Mais désormais, c'est le modeste Concarneau qui s'amuse à en passer 4 à Bordeaux. Pendant le même temps, je partage également ma peine avec Thibaut, qui malgré le parcours impressionnant de son protégé Pierre Sage avec l'OL, voit le FC Lorient de Régis Lebris tomber tristement en Ligue 2, après une saison précédente pourtant splendide. Et que dire de Timothée, le seul encore en vie, mais qui en 15 minutes a vu tout basculer, passant de l'euphorie au stress, alors que l'AS Saint-Etienne n'a plus son destin entre ses pieds, pour monter directement en Ligue 1, et devra ainsi passer par le sinueux parcours des barrages. Quant à Val, qui craint probablement autant que Timothée l'absence de derby l'an prochain,
Le parcours homérique de Segones sur cette deuxième partie de saison semble finalement se terminer aux portes des places européennes, alors que se dessine surtout une nouvelle déconvenue pour lui le 25 mai. Et le Red Star, T'as pas malgré appris sa encore promotion... à parler trop vite, Flo? Tu l'as fait toute la semaine dernière, t'as parlé trop vite et là Hein, tu j'ai le bloqué refais le 1er encore. juin dans mon agenda. Ouais, c'est ça. Et que dire de son Red Star, malgré sa promotion et son titre de champion de national, qui se dirige vers une saison plus que compliquée, entre propriétaire en faillite et coach démissionnaire. Alors je vous rassure, de mon côté, tout va normalement puisque Paris ne s'est pas qualifié pour la finale de Ligue des Champions à Wembley. Et j'ai bien évidemment eu la joyeuse idée de faire le déplacement à Dortmund, en plus du match retour. Mais cette nouvelle déconvenue finalement si prévisible n'altérera en rien mon amour pour le Paris Saint-Germain, celui-là même qui m'anime depuis tout petit. Contrairement à beaucoup de jeunes franciliens qui longtemps ont détesté le PSG. Comme l'explique Lucas Duvernay-Coppola dans son enquête pour le dernier numéro de SoFoot. Première explication, la provenance de beaucoup de franciliens, alors que la moitié des 12,5 millions d'entre eux ne sont même pas nés dans la région, mais plutôt en province, comme Val, bien évidemment. Un désamour renforcé historiquement par l'opposition Paris-Province, autant que par la création récente du PSG en 1970 par le show business parisien. C'est aussi l'histoire de ces premiers groupes de supporters ultra du COP de Boulogne qui collent dans les années 80 et 90 l'étiquette de club de fachos violents au Paris Saint-Germain. Écartant évidemment au passage une grande partie de la jeunesse banlieusarde issue de l'immigration, préférant alors l'OM et plus tard l'OL. C'était le cas du moins jusqu'à l'émergence d'Ultra en virage Auteuil, sous la présidence de Canal+, qui avait fait de ce rabibochage l'une de ses priorités. Une stratégie de francilier, le PSG, qui mènera au fiasco du club des titis banlieusards d'Anelka à Distin en passant par Dalmat et Luxin au début des années 2000. Un prisme historique pourtant en train de changer sous l'impulsion des succès du PSG version QSI qui biberonnent toute une nouvelle génération de supporters. Des jeunes fans qui devront cependant apprendre à vivre sans Kylian Mbappé, star du PSG depuis 7 ans et qui a donc enfin officialisé son départ de la capitale, dans une vidéo de près de 4 minutes postée sur ses propres réseaux sociaux sans interview et censée susciter l'empathie et la sincérité et bien largement reçue à l'inverse opposé. Un épisode sur lequel tu as voulu t'arrêter, Thibaut, dans ton édito hebdomadaire pour le site de la revue de l'After. D'être frappé, non par la légitime déception sportive, mais par la virulence de la disgrâce, dans un inventaire de reproches personnels bien loin de ses performances sportives. L'occasion pour toi d'invoquer Nietzsche et sa théorie du ressentiment qui tient en un mot d'ordre. Il faut protéger le fort, seul dans le génie, face à la majorité numérique des faibles. Une unanimité qui octroie aux meutes le pouvoir de transformer la morale du génie en devoir d'exemplarité et la liberté qui le caractérise en responsabilité, les soirs d'élimination par exemple. Où l'échec n'est pas là pour être regretté, mais davantage célébré, comme la vengeance du nombre sur le génie Mbappé. Loin du tumulte parisien, Com vient de valider sa promotion pour la Serie A après 21 années d'absence. Un club métamorphosé par l'influence anglophone symbolisée par l'arrivée de Thierry Henry et Tchèche Fabregas comme investisseurs, et qui voit le club être pourtant suivi depuis plus de 20 ans par une cinquantaine de membres du Kingston Arms Como Supporters, un club de fans basé sur l'île de Wight au large de Portsmouth. Le tout évidemment sous l'impulsion d'investisseurs indonésiens débarqués en 2019 en Italie, alors que le club végétait en Série D, la 4e division transalpine, loin des 13 saisons historiques passées en Serie A, notamment dans les années 80. Le tout dans une ville qui revit grâce au tourisme luxueux sur les bords de son somptueux lac. Le Como Calcio doit pourtant se composer avec des tifosi bien éloignés de la carte postale. Des ultras parmi les plus influents de la botte dans les années 70 et 80, mais aussi parmi les plus agressifs du pays, sans aucune affiliation ou jumelage avec d'autres groupes, mais connus pour leur haine des clubs milanais, comme l'explique Valentin Paoluzzi dans les colonnes de l'équipe. Une promotion en poche qui annonce donc de brûlants derbys lombards en espérant que leur enceinte centenaire de 7250 places sur les bords du lac, loin des normes de la Serie A, soit rénovée et agrandie cet été pour accueillir les matchs à domicile de l'équipe. Un souhait que l'on pourrait bien évidemment appliquer au Stade brestois, auteur d'une saison époustouflante en Ligue 1, mais qui risque de devoir se délocaliser de Francis Leblay pour accueillir la Coupe d'Europe face aux comptables de l'UEFA. Bon, face à cette fin de saison morose, pour vous, messieurs, j'imagine évidemment que l'emballement olympique s'est emparé de vous depuis l'arrivée du Belém, dans le Vieux-Port de Marseille. Que vous vous rêvez en porteur de la flamme provinciaux en tant que héros locaux expatriés, Timothée Mémon à Saint-Étienne courant depuis les puits Couriot pour allumer le chaudron de Geoffroy Guichard, Thibaut tenant la flamme de son bras droit biceps gainé sur la promenade des Anglais, et toi David courant la flamme en main jusqu'au centre de la pelouse du stade Paul de Brézy, en espérant que d'ici là, tu auras reçu ton café et ta salade que tu attends depuis plus de 2 semaines. De mon côté, alors que la saison de foot touche à sa fin et que l'Euro arrive à grands pas, l'arrivée de la flamme olympique fait doucement monter l'excitation en moi.
Et ce, malgré les polémiques d'un pays où l'on semble plus s'indigner pour un rappeur à l'humeur de Vasque que pour des manifestations d'extrême droite autorisées en plein cœur de Paris. Alors tous comptables, oui, désormais nous le sommes probablement tous devenus, mais ne jamais oublier que nous n'obtenons jamais rien sans rien, pas même le prix de rêver. Bravo, très belle fin de chronique, Flo, et très belle chronique de manière générale. Petite réaction, peut-être quelqu'un, non? Personne? C'est vrai que j'ai jamais eu mon café. Non, enfin, C'est vrai, c'est vrai. Ouais, parce que pour contextualiser, nous avons fait un petit resto la semaine dernière avec David. Et il attend toujours son café. Bref, pas très intéressant. Il a eu ses pommes de terre. Il a eu ses pommes de terre. Il a eu ses pommes de terre. Je rebascule sur notre sujet du jour avec un petit résumé de ce que vous avez dit dans cette première partie. Thibaut, tu commences par une petite contextualisation historique. Pour le comptable était celui à l'époque et encore aujourd'hui celui qui organise la gestion financière de l'entreprise. Le comptable est essentiel dans les entreprises depuis la Renaissance. Les tout premiers textes d'écriture étaient des textes de comptabilité. Et tu estimes qu'il ne faut pas prendre à la légère le rôle du comptable qui dans l'histoire est essentiel et notamment dans la comptabilité moderne qui est née avec le capitalisme et qui avait pour mission d'accompagner la gestion de l'entreprise pour créer de la valeur. Et tu fais un parallèle avec le football justement parce que dans le football il y a aussi une préhistoire de la comptabilité avant 1980 et après, notamment puisque dans les années notamment parce qu'en 90 il y a la création de la DNCG. Avant ça le football était associatif, mais à la fin des années 80 il y a un tournant avec la candidature aux Jeux Olympiques d'Albertville et la Coupe du Monde 98 où les sponsors et l'argent arrivent et donc il y a un besoin de réguler. C'est pour la raison qu'il y a la création de la DNCG qui est là pour réguler et contrôler. Et tu cites là un deuxième moment important aussi qui est l'arrêt Bosman où là il y a un changement de degré, c'est-à-dire que la quantité de création de valeur explose avec tous les transferts, le modèle de trading, etc. Et enfin un troisième moment en 2020 avec le Covid qui est le moment où on se rend compte que le foot peut devenir rentable. C'est la raison pour laquelle il est sauvé avec les prêts de l'État et c'est pour ça que les fonds d'investissement, les fonds d'investissement américains arrivent dans le football. David, tu dis que, évidemment, que nous sommes tous comptables et que la comptabilité est un sujet devenu essentiel pour tous les suiveurs de football, car les comptes racontent une histoire. On peut, à travers les comptes, comprendre comment fonctionne un club et sa stratégie. Et tu tiens une conclusion pour les clubs français, qui est que nous sommes évidemment dépendants à 3 grands éléments. Le premier, qui est le marché, avec la vente de joueurs. Justement, sur ce sujet, tu donnes un exemple, puisque 39 des 40 clubs de Ligue 1 ont une balance positive. Et tu estimes que le problème, toi, vient du manque de régulation et de réglementation, à l'inverse de ce qui se passe en première ligue avec le PCR par exemple, mais aussi les règles mises en place par Javier Tebas en Espagne ou la Chine qui l'a fait ça il y a quelques années pour régulariser. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, tu estimes que nous sommes évidemment trop dépendants de l'actionnaire. Les clubs sont dépendants de leurs actionnaires qui mettent la main à la poche. Tu cites les exemples de Nice, de Bordeaux, de Rennes. Et le troisième élément, pardon, qui sont les investisseurs externes, qui sont évidemment des actionnaires minoritaires, comme il y a pu en avoir au SCO à Saint-Étienne ou à Lyon. Et tous les clubs sont à vendre, mais pas forcément désirables selon toi. Et ils en ont cherché des investisseurs minoritaires. Ils en ont cherché, pardon. Oui. À Lyon, ils en ont trouvé. Voilà, ouais, c'est ce que tu sais. Et tu dis que cette insécurité comptable fait que tout le monde devient comptable, car les clubs ont été contrôlés. Car dans l'histoire, les clubs ont tous été contrôlés par la DNCG et qu'il y a aussi une mise en avant de ces questions comptables par les médias qui force la prise de conscience des fans. Et Tim, tu repars toi aussi dans les années 90, à une époque où selon toi on jugeait les joueurs par rapport à leur qualité et qu'il y avait un rapport à l'argent moins important, même s'il y avait évidemment des actionnaires importants comme Tapi. Et aujourd'hui la compta est omniprésente, mais toi tu as du mal à entendre le discours de on a tel budget, on doit finir à telle place. Tu estimes pour toi que selon toi que c'est une défaite de l'émotion face à la comptabilité et qu'il faut remettre en place l'idée d'irrationalité du football qui rappelle que tout est possible dans le football. Tu donnes l'exemple par exemple de l'indice UEFA qui inciterait les supporters à supporter des clubs français. Toi tu es 100% contre ça car le football se retrouve essentiellement dans l'émotion et tu t'interroges sur la baisse d'intérêt dans le football qui ne viendrait-elle pas de justement cette comptabilité exacerbée. Tu entends évidemment cette notion de comptabilité, mais le supporter ne doit pas rentrer dans ce cercle vicieux et garder son cœur d'enfant. Tib, je te laisse reprendre sur ce sujet-là. Je sais que tu avais probablement quelque chose à rajouter. Oui, merci. Je voulais revenir sur cette idée un autre, enfin même pas se revenir sur cette idée, ajouter une nouvelle idée qui est dans l'idée même de comptable. Être comptable de quelque chose, c'est être responsable de quelque chose. Donc, ajouter une nouvelle dimension à l'idée de comptabilité, première dimension qui était, disons, un peu descriptive, purement enregistrer des actions qui ont déjà eu lieu. Et j'aimerais ajouter cette idée, c'est que devenir tous comptables, c'est devenir tous responsables aussi
de ce qui a lieu dans un club. Il y a dans l'idée quand même, dans l'idée que, par exemple, les comptes de la DNCG soient publics, l'idée qu'on a maintenant des gens qui sont spécialisés dans le suivi de ces dossiers-là, l'idée quand même qu'il y a peut-être une forme de transparence dans la gestion des clubs qui est plutôt salutaire, je crois, pour une fois qu'il y a des bonnes nouvelles. Et je pense quand même que être tous comptables, alors peut-être effectivement c'est une forme de désenchantement, comme tu dis Tim, désenchantement du football, mais je pense qu'il est lié plus à l'âge parce que les gamins vont pas s'enchanter pour les bilans comptables, je suis d'accord avec toi. Mais en revanche, il y a une forme le prix de ce désenchantement, c'est aussi une forme de transparence et peut-être d'appel un peu à la vertu aussi dans les comptes, à la sincérité des comptes, qui est peut-être salutaire. Et je pense qu'on n'a jamais aussi bien géré les clubs de foot que maintenant. En réalité, il y a le nombre de faillites, le nombre des rétrogradations administratives est quand même très faible, assez exceptionnel maintenant. Je me dis que rien que la première année, la DLCG avait rétrogradé 4 clubs. Il a fait quasiment un par an C'est pendant 10 ans. Toulon, RP1, Nice et Montpellier, je crois, non. Je les ai notés là, je vais te dire, un instant tout de suite. Et donc, je pense quand même on est devenu comptable, c'est-à-dire qu'on est devenu un peu plus responsable. Je pense que ça, c'est peut-être que ça explique aussi le progrès du football français, le progrès de ses résultats, et qu'on peut pas faire l'économie non plus de l'idée que être responsable de son business, si je puis dire, c'est nous permettre de grandir. Et que la comptabilité, c'est de la gestion, c'est-à-dire aussi de la prévision. Donc, Et surtout, si tu me permets d'ajouter, Thibaut, le moment de la publication des comptes, c'est le seul moment où le club communique avec ses suiveurs sans phare. C'est-à-dire que, alors, bien évidemment, ces ces parce comptes qu'il sont espère audités. qu'on comprenne rien, donc du coup, Exactement, mais ces clubs ces comptes sont audités par des commissaires aux comptes, ils sont vérifiés, authentifiés. Donc, c'est le seul moment, les chiffres, encore une fois, racontent une histoire, et c'est le seul moment où il n'y a pas cette espèce de paravent de la communication. Il y a énormément de clubs qui utilisent des agences même de communication externe, il y a même des dirigeants qui utilisent des agences de communication externe. À Bordeaux, Gérard Lopez est de notoriété complètement publique, client d'Avas, qui gère sa communication, qui gère la communication du club. Mais le moment fatidique de la saison, c'est quand le club publie ses comptes. C'est dommage parce que c'est 9 mois après la clôture de la saison, parce qu'on rappelle que les comptes, l'exercice fiscal d'un club, c'est de juin à juin, mais ça permet d'avoir une rétrospective de la saison. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas très romantique, mais qu'on aimerait parler d'autre chose, mais ça permet aussi de rentrer dans les arcanes de son club, et c'est comme une visite de son club, mais à travers les chiffres. En se disant, et on peut même comparer son a priori avec les chiffres. Ah bah tiens, moi je pensais qu'on aurait perdu plus d'argent parce qu'on a acheté plus qu'on a vendu. Ah mais tiens, moi j'avais l'impression que le stade était bien rempli. Bah finalement, moi quand je vois les revenus issus du ticketing, bah, c'est quand même pas terrible. Ah bah tiens, je me suis plaint de mon actionnaire, mais je vois quand même dans les comptes qu'il a injecté 25 millions d'euros dans le club. Donc c'est pas rien. Donc je comprends, Tim, le fait que ce soit pas romantique, que renvoyer une performance à des chiffres, ça peut la normaliser, ça peut paraître banal, mais la publication des comptes, c'est la seule rencontre vraiment sans phare entre une direction qui n'est pas obligée de communiquer et des supporters. Moi, je l'entends, mais finalement, que les supporters s'approprient ces comptes, ces bilans et tout ça, c'est s'investir d'une mission qui n'est pas la leur. Il y a des présidents qui sont là pour présider, il y a des entraîneurs qui sont là pour entraîner, il y a des joueurs qui sont là pour jouer et il y a des supporters qui sont là pour supporter. Ça ne veut pas dire que je restreins leur rôle à ça. On a déjà parlé dans ce podcast de contre-pouvoir de la part des supporters dans les clubs. Mais en fait, si d'un coup, on décide de s'emparer de ces chiffres, si moi, en tant que supporter, je suis plus Timothée Mémon, journaliste pour l'équipe, pour Prime, je suis Timothée Mémon, supporter de la Saint-Etienne, si d'un coup, je m'empare de ces chiffres pour déterminer quelle sera
l'échelle de mes espoirs, l'échelle de mon amour et l'échelle du coup de ma joie à la fin de la saison, eh ben, à mon avis, je suis pas dans mon rôle et je vais probablement cesser d'être heureux parce que il y a un club par championnat qui arrive à surperformer ou à être à la hauteur de ses attentes. Finalement, le Paris Saint-Germain a le plus gros budget, il l'emporte. Et d'ailleurs, on voit bien que les supporters parisiens ont pour beaucoup cessé d'être heureux il y a très longtemps, puisqu'ils n'attendent qu'une chose, c'est une Ligue des Champions, en considérant que gagner le championnat est une norme, puisque C'est parce ils que ont le meilleur l'écart est budget. démesuré, même par rapport aux autres championnats. Très L'écart bien, est démesuré en ils Ligue 1. sont simplement à leur place. Et ils te disent, c'est bien le minimum qu'on gagne avec le budget qu'on a. Ben non, c'est pas le minimum. Tu gagnes le championnat chaque année. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'exulter, tu as le droit d'ouvrir le champagne chaque année. Et je crois que c'est Albert Camus qui disait que le football est une formidable raison d'être heureux. Et ben, si on s'en tient à des chiffres, le football devient une excellente raison d'être malheureux. Mais les chances d'être heureux, si tu regardes les comptes et que tu te dises à la fin de la saison, je suis à ma place, je suis à la place de mon budget, très bien. Déjà, tu minores ta joie. Tu es en dessous, c'est triste. Tu es au-dessus, très bien. Mais en fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle est quel est ton degré de joie? Puisque l'exemple a été donné et que Florian en parlait tout à l'heure, à Saint-Étienne, il se passe un truc incroyable depuis quelques semaines et peut-être que ça va faire pchit, peut-être qu'il se passera, mais tout le monde se souviendra qu'en avril et en mai, on a kiffé comme des dingues et qu'à ce moment-là, quand tu es au stade, tu te poses pas la question de savoir si tu as le meilleur budget de Ligue 2 ou pas. Tu te poses pas la question de savoir si, quand tu affrontes Auxerre, ils ont un meilleur budget que toi. Et tu te poses même pas la question de savoir si l'année prochaine, tu vas pas te retrouver marron avec le plus petit budget. Non, t'es dans l'émotion pure et dure. Alors que y ait quelque chose à saluer dans effectivement l'ouverture et la clarté des budgets, des bilans, que ce soit une transparence nécessaire, oui, comme ça l'est dans le CAC 40. Mais moi, quand je regarde le CAC 40, je vibre pas. Là, on est en train de parler de sport, on est en train de parler de spectacle, et j'ai envie de vibrer. J'ai pas envie de me poser des questions de comptable. Ce qui est sûr, c'est que la vertu remplit pas les stades. Ça, la vertu a jamais rempli aucun stade. C'est plutôt le péché qui remplit les stades que la vertu. C'est plutôt le déséquilibre, l'attente. Effectivement, l'émotion, elle est centrale, mais je crois pas qu'il faille opposer l'un et l'autre, en fait. Pour moi, c'est deux modes de réalité différents, en fait. Effectivement, le problème, c'est quand tu appliques une logique comptable à la logique émotionnelle. Ou l'inversement, parce qu'avant c'était plutôt l'inverse. Les patrons, les patrons de club, c'était plutôt des danseuses, quoi, leur club. Donc c'était une logique émotionnelle appliquée à la comptabilité. Bon, et l'inverse est aussi difficile. La logique comptable appliquée au domaine émotionnel, là aussi ça peut poser problème. Mais la logique comptable dans la comptabilité et la logique émotionnelle dans l'émotion, pourquoi pas? Je suis pas certain que ce soit complètement irrationnel. Au contraire, la rationalité, c'est aussi créer des ordres différents, des structures de pensée et séparer l'un et l'autre. Oui, mais Effectivement, tu la difficulté, m'accorderas. c'est que sur les résultats, c'est difficile parce que tu as quand même rien que les résultats sportifs sont aussi des résultats économiques, donc tu as quand même des conséquences, quoi. Tu m'accorderas qu'au début des années 2000, c'est devenu intelligent. Je me souviens très bien de discours avec une certaine condescendance quand tu parlais de football, d'un coup quelqu'un t'assénait comme une vérité absolue, comme l'argument massu. Ouais, mais regarde la masse salariale. Ouais, mais regarde le budget. Alors que toi, tu étais venu pour parler de foot. Tu étais venu pour parler de technique, de qualité, de l'idée que dans ton Mais club, Tim, tu mais c'est connaissais. comme la data. En fait, c'est comme la data, c'est-à-dire que les chiffres, les écritures comptables, ça doit être un support et pas un argument d'autorité. C'est juste ça. Moi, je vais te donner un exemple Oui, mais pour ça l'est reprendre l'exemple devenu, c'est ça. de Saint-Étienne. On en aura beaucoup parlé de Saint-Étienne, mais avec plaisir. Je suis absolument persuadé que, un peu à l'image de Bordeaux l'année dernière, que cette espèce de petit ralentissement de Saint-Étienne dans le sprint final, c'est aussi dû au fait que le club, en montant en Ligue 1, joue quasiment sa survie financière. Et donc, en fait, là où tu peux parler, on peut donner tous les arguments rationnels sur le match nul à Guingamp, le déficit de 2 buts qui a été comblé, on peut donner tous ces arguments rationnels. Mais cette situation comptable, elle trotte dans la tête des joueurs,
elle trotte dans la tête des fans et elle influe sur les performances. Parce que tu as un poids supplémentaire sur tes épaules. Et en plus, là où tu dis oui, mais le supporter, il n'est pas là en fait pour gérer ou jauger de la gestion financière des présidents. Moi, je suis très attaché à cette notion très anglaise de dire que le dirigeant d'entreprise, le dirigeant de club est un custodian. Custodian en anglais, c'est celui qui a la garde. Tu vois, custody, celui qui a la garde, par exemple, des enfants, mais la garde du club. C'est-à-dire que tu possèdes jamais 100% ton club. Donc, en fait, la publication de ces états financiers, le fait qu'on échange sur les éléments comptables, sur la santé financière du club, c'est aussi pour les supporters de s'assurer que celui qui a la garde du club en prend bien soin. Et ça, à mon sens, c'est essentiel. Et encore une fois, on ne peut pas tout expliquer avec les chiffres, mais on peut s'appuyer dessus pour approfondir un raisonnement. Après, là où je rejoins dans le team, c'est l'idée que il y a problème quand la comptabilité devient spectacle elle-même. C'est-à-dire que c'est plus le spectacle du jeu qui intéresse, mais c'est le spectacle du jeu en rapport à la comptabilité, ou le spectacle lui-même de la comptabilité. C'est-à-dire, Gérard Lopez, c'est le spectacle de la comptabilité, et je sors des millions, ou même le PSG dans une certaine mesure. On a parlé souvent ici de l'art de la dépense chez Ouais, Rabataille. bien sûr. C'est l'idée que le bilan comptable devient un élément du spectacle. On a admiré longtemps Tapi, capable de trouver des millions. On admire QSI, capable de dépenser des millions. Et Mais là, plus, c'est d'ailleurs, plus l'argent que la plus il dépense, comptabilité. plus C'est il se plus comptable. l'argent que la gestion, en fait. Voilà, oui, effectivement. Après là où je voulais, là où je voulais en venir, et là où je suis d'accord avec Tim, c'est que il y a effectivement un mélange des genres qui est parfois compliqué, et que d'où ça vient aussi la nécessité, comment ça s'appelle, la nécessaire spectacularité, si je puis dire, de ce jeu-là, parce qu'il faut le vendre, et parce que avant on n'avait même pas l'idée de faire une actualité économique des clubs. Maintenant, il y a même des sites internet qui sont dédiés Ouais, bien uniquement sûr. à ça, et qui intéressent parce que ça fait partie du grand cirque du football, où chaque nouveauté devient un élément du storytelling de ton club, et que maintenant l'intégration de la comptabilité, des résultats de comptabilité au même titre que les résultats sportifs, ça ajoute du folklore, mais ça effectivement retire une part d'enchantement liée à une forme de crédulité que peut avoir l'enfant vis-à-vis d'un club qu'il imagine tout puissant, en fait, de joueurs que tu imagines tout puissant. Or non, qu'est-ce que c'est que l'autre nom de la comptabilité? C'est la rareté, en fait. C'est l'idée que comment tu vas gérer la rareté, comment moi j'ai plus que toi, ou l'autre a plus que moi, et comment je le fais dans le cadre de cette rareté-là pour la dépasser ou la surmonter. Je pense que nous médias, et ayant passé 7 ans à RMC, je m'inclus d'autant plus, nous médias sommes responsables de ça et même coupables de ça, parce qu'aujourd'hui, tout est souvent ramené à ça. Quand l'équipe fait le tour des stades en début de saison, quel est le premier chiffre que tu vois en gros? C'est pas le nombre de matchs de Ligue 1 disputés par ton joueur clé, c'est le, 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 ton budget, ton budget à l'année. Et aujourd'hui, parce que alors le foot a probablement toujours été financier, en tout cas à partir des années 90, ça a toujours été intimement lié à la finance. Et aujourd'hui, ça a tellement explosé que ça a pris le pas et que le supporter l'a accepté. Et encore une fois, je redis ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, ça m'attriste que d'entendre dans la bouche de supporters qui dénoncent le foot business la comptabilité comme étant un argument clé et un argument massue. Alors, et je vais un te donner un argument contre-exemple. et surtout une notion qui va déterminer leur bonheur, leurs attentes, leurs espoirs, leur enthousiasme. Je vais te donner un contre-exemple. C'est l'idée que c'est l'arrivée de Florentino Pérez au Real. Le Florentino Pérez arrive au Real en 2000. Il est au moment où Lorenzo Sanz gagne sa deuxième Ligue des Champions avec le Real. Et il profite de cette deuxième Ligue des Champions pour convoquer des élections anticipées, s'imaginant pouvoir profiter en fait, du contexte sportif favorable pour pouvoir être réélu. Or, à l'époque, le Real est très endetté. La situation financière est très préoccupante, et se présente face à lui un type qu'on connaît vaguement comme un grand industriel, ou qui a été un socio du Real, qui a parfois s'est déjà présenté, qui s'appelle Florentino Pérez, et qui lui promet de remettre les comptes du Real
à zéro, enfin dans le vert, et éventuellement en plus de racheter Figo si possible, mais surtout de mettre les comptes du Real au vert. Et c'est Florentino Pérez qui a gagné. C'est pas Lorenzo Santos. Parce que dans le cadre d'un club comme le Real, qui est un club de sociaux, donc avec une logique associative, dans lequel un associo égale une voix, et pas une action égale une voix, c'est quand même l'idée que ce que veut le supporter avant tout, c'est la survie de son club. Custodienne, la notion de custodienne. Voilà, Donc, avant même les résultats. C'est-à-dire que c'est quand la survie du club est en jeu, le supporter sait parfaitement être comptable. Et que il y a quand même une nécessaire. Nul n'est censé ignorer les principes de la comptabilité, si je peux dire. Nul n'est censé ignorer un principe de gestion de père de famille, à savoir tu dépenses pas plus que ce que tu gagnes. C'est quiconque est capable de le comprendre. Donc il y a quand même une sorte de bon sens comptable qui est, je crois, intéressant à souligner et à rappeler, comme le dit David, je crois. Non, mais et surtout, enfin, ce qui est assez amusant aussi, c'est que quand je parlais de seul moment de transparence entre supporters et direction, il y a aussi le fait que la DNCG est essentielle, mais son rôle est très mal compris, en fait. Et la DNCG ne communique pas. C'est un peu comme l'armée, c'est la grande muette, c'est-à-dire qu'elle communique sa décision, mais elle ne communique pas les motivations de sa décision. Donc, quand il y a des encadrements de salarial, quand il y a des rétrogradations, de moins en moins, la DNCG ne communique pas. Elle ne communique pas. Pourquoi c'est difficile d'évaluer l'efficacité et le travail de la DNCG? C'est que, et j'en finirai là-dessus de mon côté, c'est que la DNCG ne juge que la solvabilité. À partir du moment où l'actionnaire, le club, est en mesure financièrement de finir la saison à venir, le club est autorisé à disputer la saison. Là où il y a d'autres pays, quels que soient les principes de gestion, quel que soit les principes de gestion, quel que soit le déficit, quel que soit le déficit d'exploitation, à partir du moment où l'actionnaire est en mesure d'assumer financièrement le budget à venir et donc le déficit d'exploitation, le club peut concourir. Là où d'autres clubs sont passés à un système de profitabilité, c'est-à-dire soit de dépenses maximum, soit de déficit maximum. Et là, ça parle beaucoup plus. C'est-à-dire que là, la CNG rentre dans la gestion. Rentre dans la gestion. Et surtout, on parle de chiffres très simples. Par exemple, pendant longtemps, avant qu'il y ait l'instauration d'un salary cap pour l'année prochaine, en première ligue, on ne pouvait pas perdre plus de 105 millions sur les 3 derniers exercices. Ça, tous les supporters peuvent le comprendre. Si tu perds 110 millions, tu es pénalisé. La question, c'était que personne n'avait jamais été pénalisé, donc c'était la question du nombre de points. Alors que la DNCG, c'est un peu une boîte noire. On a l'impression que c'est des éminences grises, des comptables qui se réunissent dans un bureau. Colas, c'était un peu ça. Hein. Exactement. L'affaire Textor. Exactement. Avec en janvier. Des amis, des amitiés, quelque chose d'assez opaque. D'ailleurs, à part Mikeler, personne n'est vraiment capable de citer, en tout cas aucun grand média, la composition de la DNCG, qui se réunit sur la base d'un plan de trésorerie et d'un projet que personne ne voit, parce que rien n'est public, décide, ah bah oui, c'est bon, vous pouvez participer, non, vous pouvez pas participer. Et après, on voit comme régulièrement, on voit Gérard Lopez qui est obligé de réinjecter de l'argent au fur et à mesure parce que le budget a été mal calibré, il n'a pas assez vendu pour payer les factures. Il y a eu les blagues du papier toilette, les blagues du jardinier, enfin, c'est pas des blagues, mais bon, qui n'étaient pas payées. On a vu Marignane qui a failli déposer le bilan en milieu de saison. Il y a eu l'épisode de Sedan, il y a eu l'épisode de Martigues, il y a l'épisode de Rouen, là, dont le Charles Marek, le président actionnaire, pourrait faire face à des poursuites judiciaires. Donc en fait, c'est toute cette les clubs sont transparents en publiant leurs revenus, mais la DNCG qui est chargée de les contrôler, qui fait un boulot extraordinaire, est relativement opaque. Donc, comme les supporters n'ont pas vraiment de réponse de l'organisme qui est chargé de contrôler la viabilité des clubs, ils s'en remettent aux seules données qu'ils sont capables de trouver, c'est-à-dire les données comptables. Eh bien, merci beaucoup, David, et merci, messieurs, pour cette nouvelle émission. On clôture avec nos petites recos habituelles. Thibaut, je te laisse commencer. Oui, alors j'ai écouté, moi, le Colin sur Céline. J'ai pas fini. C'est bien, on y revient toutes les semaines en ce moment. Bah ouais, parce qu'à chaque fois, on se le repasse, donc ça permet de faire une sorte de continuer le débat dans les recos.
J'ai trouvé ça bien, intéressant. Ça remplace pas la lecture de Céline et surtout, moi la problématique de savoir est-ce qu'il est nazi, facho ou les 2. Bon, je trouve pas que ce soit une problématique très intéressante. C'est beaucoup plus intéressant de l'étudier d'un point de vue littéraire. Il est nazi, facho, enfin peu importe en fait, c'est pas ça, c'est pas l'objet, soit on lit, soit on lit pas. Et donc c'est ça un peu moi la limite que je trouve dans ce podcast en 10 épisodes, comme 10 épisodes, de savoir s'il est nazi ou pas nazi. Bon, ça, je trouve ça un peu pénible. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre le contexte de l'époque et les contextes d'écriture. Mais ça remplacera jamais la lecture et ça remplacera jamais surtout l'étude littéraire. Parce que étudier un écrivain d'un point de vue historique, je trouve que ça a quand même des limites. Parce qu'on oublie quand même le principal qui est l'art. David. Alors, ma reco, c'est une vidéo YouTube de quelqu'un qui s'appelle Contrepied sur Twitter, qui se lance sur YouTube avec une première vidéo ultra réussie sur justement ce club de com. Comment ce club de com, qui est un peu le club hype du moment, a bâti sa remontée sportive. Donc, c'est pas seulement parce qu'il se lance, c'est surtout parce que sa première vidéo est de grande qualité. Donc voilà, allez-y. Très bien. Contre-pied, ex-clean sheet sur Twitter. Oui, c'est vrai, je suis me souviens plus de son patronyme, Voilà. pseudonyme originel. Ex-clean sheet, et on salue évidemment Dan qui est derrière tout ce boulot et derrière ce nom. Tim. Si Jean-Baptiste Guégan n'avait pas déjà parlé de Tokyo Detective, je vous parlerai de Tokyo Detective, mais il l'a déjà fait et c'est excellent. Et la gastronomie, comme dans la vie de Thibaut, tient dans la mienne une place extrêmement importante. Donc ma recommandation sera autour de quelque chose qui pour moi fait partie de la culture, à savoir la gastronomie. Et je vous invite tous à aller chez Nome, N-H-O-M-E, qui est un restaurant C'est à une Paris. plaisante. Tu sais qui c'est? J'ai rencontré effectivement le Mais chef. Tim, t'aurais dû C'est me la dire, famille. c'est tout C'est la simplement, famille. il est marié avec la jumelle de ma femme, c'est mon beau-frère. Ah bah, tu le féliciteras de ma part. Enfin, je l'ai déjà C'est amplement énorme. félicité. Mais attends, Bon, je vais ouais, lui du envoyer ce coup, passage, il va du être coup, comme un dingue. Du coup, c'est marrant parce qu'en fait, je viens de terminer ma saison gastronomique par un 3 étoiles que j'ai adoré, mais c'est pas lui que je vais vous recommander parce que ça a une valeur qui est trop importante. Nome, c'est l'excellence culinaire à portée de toutes les bourses parce que je crois qu'ils ont pris une étoile là récemment, donc Absolument. ils ont fait grimper le prix du menu dégustation à 130 €. Pour ceux qui vivent déjà à Paris, ils sauront que 130 € finalement pour un excellent repas, c'est pas si cher que ça quand on voit la merde qu'on nous sert dans les grandes brasseries. Et pour ceux qui vont ponctuellement à Paris, et ben, en général, quand ils y vont, c'est pour se faire plaisir. Donc, allez chez Nome, c'est absolument fabuleux et c'est le meilleur restaurant rapport qualité-prix sans jouer les comptables. Alors pour nos auditeurs, sincèrement, on s'est pas du tout coordonné avant. C'est mon beau-frère. Bah, Extrêmement classe. Extrêmement classe. Quel CV, David, jusqu'au bout, un CV de fou. Flo. Double Reco Magazine, le dernier numéro de l'After sur les coachs, un métier de fou qui est ultra intéressant. Il y a aussi un passionnant article sur Eden Hazard, scandaleux ou génial, je crois que c'est ça. Ouais. Qui est très intéressant. Et l'autre Reco Magazine, c'est le dernier numéro de SoFoot aussi, fabriqué en région parisienne, qui est incroyable aussi, que j'ai pas encore terminé pour le coup, mais notamment un article sur le stade de Montfermeil, assez incroyable. Ouais, alors moi j'ai bien aimé l'article sans spoiler sur Mantes, sur l'influence du RN sur la politique à Mantes. Et le tour des stades parisiens est vraiment hyper bien fait. Vraiment. Ouais, exactement. Interview de Thierry Tussaud, très bien. Vraiment un super numéro. Et en parlant de tour des stades, juste une reco, allez au stade. Et quand vous voyagez, allez au stade. J'ai eu la chance en 8 jours là, de faire 4 stades différents. Donc j'ai vécu un peu ma vie de Timothée Mémon pendant 8 jours. Et aller au stade, j'ai eu comment ? Empreinte carbone, c'est cool. Non. Voiture pour aller à Dortmund, 14 heures de voiture en 2 jours. J'avoue, j'ai juste sur la semaine espagnole, j'ai pris l'avion pour aller au Benito Villamarín. Mais c'était dans le cadre d'une semaine. Quand on a déjà une forme d'affect pour le football et une forme de compréhension de ce qu'est le football dans sa propre ville, je trouve qu'aller dans les stades quand on voyage, même sur un voyage de 3 semaines, trouver 90 minutes pour aller dans un stade étonnant, inhabituel, anonyme, c'est quand même un bon moyen de connaître les gens et de connaître les cultures locales. Ouais.
Tu vas dire ça à ma femme parce que là, on part une semaine en Espagne début juin. Je suis en train de, je suis en train de zioter des playoffs de 3e division qui sera à 60 km de l'hôtel. Je suis en train de regarder si l'équipe, quand même. sur l'équipe que j'envisage d'aller voir passe, mais je le dis pas trop fort sinon je vais me faire dégommer. Qu'est-ce que t'es cringe, c'est fou. On va voir Marbella, RC Léon. Ah Elle va être ravie. non. Et je clôturerai ces recos en recommandant la dernière vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Règlement, qui est une chaîne dédiée à la culture rap, et qui a fait j'allais dire une vidéo, mais c'est quasiment en fait un documentaire, c'est un documentaire même, sur la carrière de Jay-Z, qui s'appelle Le rappeur qui a tout gagné et failli tout perdre. Moi qui ne suis pas un grand connaisseur de Jay-Z, j'ai appris plein de trucs sur la carrière de ce mec-là et tous les business qu'il a lancés et tous les succès qu'il a eu. Et vraiment, la vidéo est hyper bien foutue, hyper bien racontée, bien écrite. Voilà, et c'est toujours des formats assez ludiques et assez marrants à regarder en plus. Donc voilà, je recommande chaudement Le Règlement sur Jay-Z. Puisque tu parles d'un podcast qui vient sur la vie de Jay-Z, on avait fait la reco il y a 3 ans. Je pense qu'on l'a pas refait depuis, mais The Undersiders, qui était une série de podcasts sur les liens entre les grandes stars du rap américain et les mafias et les gangs. Et il y avait un épisode sur Jay-Z qui était Avec les passionnant. Crisp. Les Crips et les Bloods. Ouais. Non, les Crips et les Bloods, pardon. Les Bloods. N'importe quoi. Voilà, merci beaucoup messieurs pour cette émission, l'avant-dernière de la saison. On reviendra évidemment la semaine prochaine normalement pour une dernière du coup, si la logique est respectée. D'ici là, si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, éventuellement à nous faire des dons sur notre cagnotte et le asso. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner ou d'acheter la dernière revue de l'After dédiée au coach. En kiosque jeudi. C'est en kiosque, En kiosque jeudi. Ah, j'avais pas la date, j'étais pas sûr, d'accord. En kiosque Déjà reçu jeudi. pour les abonnés. Déjà reçu pour les abonnés, donc voilà, une incitation supplémentaire pour vous abonner. Et Donc, abonnez-vous dernier- si tant que possible. Si vous hésitez, abonnez-vous. Voilà. Bon, n'hésitez pas d'ailleurs, C'est- abonnez-vous. C'est ce qui nous. Non, mais les gens ils aiment bien le kiosque, je comprends, mais c'est vrai que pour nous c'est plus quand même mieux l'abonnement, comme ça on a plus de visibilité sur la suite. Ouais, pareil pour les dons pour nous. Voilà. Pareil pour les dons. Soutenez la culture foot. Voilà. Coach, un métier de fou, c'est le titre de ce dernier numéro avec tout un dossier aussi sur le football communiste qui s'annonce passionnant. Je n'ai pas encore pu ouvrir, mais tout ça s'annonce. Oh, il est parfaitement incroyable. intéressant. Le dossier communiste, il est Ça a l'air, ouais. incroyable. Ça Les m'a illustrations sont folles et il y a notamment un article de Nicolas Zessler sur Puskás qui est extraordinaire. Extraordinaire. Et moi, l'idée que Thibaut Leplat parle de communisme m'emballe particulièrement. Eh bien, je n'en parle pas, mais on pourra parler, si tu veux, on pourra consacrer un podcast entier au deuxième livre du Capital, avec grand plaisir. Je suis le seul certainement ici à l'avoir lu, donc je vais me permettre de pouvoir crâner un petit peu. Très bien. Bon, messieurs, merci encore pour cette émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode du Comex de la saison. Allez, ciao, ciao à tous. Salut. Ciao.